Olivier pour Systémique. Donc aujourd'hui on est le 28 avril, donc 28e jour de mon challenge 30 jours, 30 vidéos. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet passionnant, la permaculture. Et donc je vais vous résumer le livre Permaculture, guérir la terre, nourrir les hommes de Perrine et Charles Hervé Gruyer. Donc la permaculture, je vais vous faire ça en 9 étapes. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est, donc je vais vous la présenter rapidement. Et on a peut-être tous eu envie de créer un jardin, de faire un peu de jardinage. C'est vrai que c'est quelque chose que les Français adorent. Et en général, on se dit, bon, soit ça ne produit pas assez, soit il y a trop de boulot, soit on n'est pas content du résultat. Et ça ne peut pas représenter une activité à part entière. Donc ce que je vais vous apprendre ici, ça va vraiment vous étonner parce que c'est quelque chose d'incroyable avec des portées très très longues et très très grandes et surtout une capacité à résoudre des problèmes sociétaux que nous avons qui est strictement incroyable. Voilà, donc on commence tout de suite, donc en 9 points. Le premier c'est la pirogue de Pupoli. Donc la pirogue de Pupoli, c'est en fait l'auteur qui était en Amazonie et il découvrait des peuples qui habitaient là-bas. Et en fait, il y avait un petit garçon qui s'appelait Pupoli et il avait une pirogue. Et grâce à sa pirogue, il était capable, grâce à sa technique, de remonter le cours de gros fleuves là-bas. Alors, il y avait quand même des cailloux, des grosses pierres. Et en fait, derrière ces pierres, il y avait des courants qui remontaient, des courants contraires qui étaient petits. Et grâce à l'utilisation à la fois de sa pagaie, à la fois des roches, à la fois des courants secondaires, des courants contraires, en fait, il arrivait à remonter le. Et ça, c'est vraiment été une de ses illuminations dans sa vie, en se disant, malgré le courant qui peut paraître complètement fort, trop fort, écrasant, il est possible de trouver des moyens à petite échelle, avec intelligence, avec réflexion, avec technique, pour réussir à remonter le courant, c'est-à-dire à ne pas faire comme tout le monde et à résoudre des problèmes qui peuvent paraître irrésolubles. En fait. On peut avoir tendance à se dire, je sais pas, par exemple la faim dans le monde, on va en parler, ça va parler de ça, ou des sujets qui sont tellement graves et en fait, si au fur et à mesure, avec des petites solutions, on va arriver à résoudre des gros problèmes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui l'a inspiré ce garçon en Amazonie. Et du coup, ensuite, ils ont créé une ferme qui s'appelle la ferme du Bec et Loin, donc c'est en Normandie. Et ils ont commencé au début tout doucement, ils ont beaucoup galéré. En fait, l'idée c'était qu'il y avait deux boulots. Lui faisait plutôt le tour du monde avec son bateau, et elle était juriste en, fait, en Asie dans une grande multinationale. Donc elle gagnait pas mal de sous. Et ils voulaient retourner à la terre tous les deux. Et donc ils ont trouvé une petite ferme qu'ils ont achetée. Et ils ont découvert la permaculture à ce moment-là. Alors qu'est-ce que la permaculture? En 2 mots, la permaculture, c'est utiliser la vie, donc la bio, la vie, pour créer des légumes, créer des fruits, créer des aliments, créer une agriculture qui soit au service de la vie. C'est-à-dire que, en fait, une autre façon de le dire, c'est que le capital que représente un jardin, on ne touche pas ce capital et on récupère que les dividendes. Ça, c'est la façon un peu bourse pour faire un petit clin d'œil à mon livre de l'autre jour sur la crise monétaire. Mais voilà, l'idée, c'est de ne pas appauvrir les sols au fur et à mesure qu'on les utilise. Et l'agriculture traditionnelle a tendance à appauvrir les sols parce que, en fait, elle tire tous les nutriments dans le sol et elle n'apporte aucun nutriment. Voilà. Donc, comme elle n'apporte aucun nutriment et que les sols sont morts, elle est obligée de rajouter beaucoup d'engrais et elle rajoute de plus en plus d'engrais pour avoir de moins en moins de résultats. Voilà. Y compris dans la lutte contre les ravageurs, il appelle ça, c'est-à-dire contre les insectes ou contre les maladies. Donc la permaculture, tout simplement, c'est ça. Alors, comment il a fait? Il s'est inspiré déjà de beaucoup de choses qui se font dans le monde actuellement. Donc le premier, c'est Elliot Coleman. Alors lui, c'est un Américain assez incroyable qui a créé une ferme qui s'appelle la Four Seasons Farm.
ferme des 4 saisons. Rien à voir avec le niveau de vie. Mais tout simplement, il est capable, lui, toute l'année de cultiver un jardin. C'est-à-dire que, et pourtant, il est aux États-Unis, donc l'hiver, il fait -20, et il fait quand même pousser des légumes sous la neige, donc c'est assez incroyable. Voilà. Donc lui, ça avait vraiment été il avait vraiment inspiré beaucoup le couple là pour créer la ferme, puisqu'il a vraiment mis en place de la permaculture. On appelle ça aussi de l'agriculture bio-intensive. Et lui, comme il plante toute l'année, il fait plusieurs cycles de culture au même endroit. Donc il a plein de techniques qui sont dues à la permaculture. Et ce qui est incroyable avec lui, c'est qu'en général, alors ça c'est un chiffre qui est assez incroyable, mais il le donne dans le livre et ça a vérifié. Mais en général, un maraîchage français, bio, est capable de gagner 30 000 € par hectare. Donc ça, c'est juste le fruit de 30 000 € d'un hectare de travail en maraîchage bio peut rapporter 30 000 €, avec énormément d'efforts, énormément de travail, évidemment. Et lui, donc c'était Elliot Coleman, il est capable de sortir 150 000 € par hectare. J'arrive même pas à le dire tellement c'est incroyable. Voilà. Donc il arrive à faire 5 fois plus. Et pourquoi ? Parce qu'il est capable justement d'optimiser. Normalement, si on a un jardin, on plante que quelques fruits, quelques légumes. Dès que c'est l'hiver, on arrête complètement. Voilà. Et lui, en densifiant les cultures, en apportant beaucoup de matières organiques, comme par exemple le compost, de l'humus, des déjections aussi, par exemple des crottins de cheval, etc. Il est capable de créer beaucoup plus de sol, et grâce à ça, ça va permettre d'avoir des rendements qui sont incroyables. Donc on passe de 30 000 €, c'est le prix moyen, jusqu'à 150 000 €. Par contre, c'est évidemment au bout de beaucoup d'efforts. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se fait tout seul, et il y a beaucoup de travail pour obtenir ce chiffre-là. Un autre livre qui les a beaucoup inspirés, c'est l'histoire des maraîchers à Paris, des jardiniers maraîchers à Paris au 19e siècle. Je ne sais pas si vous connaissez Paris, si vous habitez à Paris, mais il y a une station de métro sur la ligne 9 qui s'appelle le Maraîcher, et qui vient de là, en fait, pour leur rendre hommage. Donc près de Belleville, à cet endroit-là, il y avait beaucoup de jardins qui nourrissaient tout Paris. C'est incroyable, parce que Paris augmentait en population, et il fallait nourrir toute la population, et comme c'était dans Paris, il n'y avait pas beaucoup de place, c'est-à-dire que les champs n'étaient pas extensibles. Et donc il y a des personnes, 9000 personnes, qui avaient 1800 jardins d'à peu près 7000 mètres carrés, et qui nourrissaient toute la capitale. Et ça, c'est incroyable, parce que c'est le moment dans l'histoire où il y a eu le plus de productivité par rapport à la création de fruits et de légumes. Et donc il y a un certain Moreau qui a écrit un livre là-dessus. Et donc ça a été la première personne en fait à parler de créer du sol, de faire plusieurs étages de culture. Alors eux, ils étaient incroyables, ils bossaient toute la nuit, tout le temps. Ils disaient même qu'ils se réveillaient la nuit pour mesurer le nombre de degrés de leur plante. Et que s'il y avait 1 degré de trop, ils étaient obligés de réchauffer, parce que ils voulaient vraiment avoir une production optimale, pareil, en mettant beaucoup de cultures en même temps, et que la terre soit tout le temps en train de produire, c'est-à-dire toute l'année on produisait Et ils récupéraient le crottin des chevaux qui passaient dans la rue dans Paris, qui leur faisait un très bon compost, et qui leur permettait d'avoir encore plus de rendement. Ensuite, il va parler d'un concept qui est incroyable, qui s'appelle la forêt-jardin. Ça, c'est vraiment extraordinaire, et c'est quelque chose qui lui a été inspiré justement de tous ses voyages quand il allait dans les peuples primitifs, par exemple en Amazonie. Et il s'est rendu compte qu'en fait, ils habitaient dans des forêts, entre guillemets. C'est-à-dire que la tribu habitait dans une espèce de clairière, que tout autour, il y avait la forêt. Et il y avait différents niveaux de forêt. Au début, les arbres étaient coupés là où ils habitaient. Ensuite, les arbres étaient un peu plus petits et produisaient quand même des fruits. Et après, les arbres étaient encore plus petits. Et en fait, il dit que ce principe de fonctionnement basé sur la forêt, c'est la solution parfaite.
Pourquoi? Parce que la forêt, c'est le fonctionnement naturel d'un écosystème. Si vous abandonnez n'importe quel pré, n'importe quel champ, au bout de X années, alors, bien sûr ça va pas se faire en 3 jours, on va retrouver une forêt. Et la forêt, c'est le système parfait. Pourquoi? Parce que une forêt, c'est toujours humide. Il y a toujours le sol de la forêt est parfait. Et pourquoi il est parfait? Parce que c'est toute une symbiose des différents végétaux qui la composent. En fait, vous avez des grands arbres, vous avez des moyens arbres et des petits arbres. Donc les grands arbres, les chênes, eux, ils vont garder l'humidité, ils vont protéger des rayons du soleil trop forts, ils vont protéger aussi du vent. Voilà, ça va être un peu ceux qui vont garder un peu la forêt. En dessous, eux, ceux qui sont plus petits, eh ben, ils vont être protégés par les grands. Ils vont produire d'autres types de fruits, d'autres types voilà, par exemple, ça peut être des noisetiers, ça peut être des noyers, ça peut être plein d'arbustes qui sont plus petits. Et en dessous, on va avoir les arbustes, et ça peut être du hou, qui vont plus être, qui vont fournir des baies, des choses comme ça. Et toutes les arbres toutes les feuilles de tous ces arbres tombent à l'automne, et elles, en se décomposant, vont créer de l'humus. Et de l'humus qui va créer de la terre au fur et à mesure. Et pourquoi elle va être incroyablement bonne? Parce qu'elle n'est pas retournée, déjà il n'y a pas de labour. Et c'est l'accumulation des feuilles au fur et à mesure qui crée de l'humus, parce que c'est la décomposition par les vers de terre des feuilles qui va créer de la bonne terre. Donc vous avez de la bonne terre, et plus vous montez, plus vous avez des couches de feuilles qui ne sont pas encore décomposées. Et ça, c'est le sol parfait. Si vous avez un jardin et que vous voulez cartonner dans votre jardin, allez dans une forêt, prenez de la terre, attention, n'allez pas n'importe où non plus, et vous allez avoir de la terre de bien meilleure qualité que la terre de votre jardin. Voilà. Et donc, il disait que le concept de forêt-jardin était extraordinaire parce qu'on peut appliquer ça à son jardin. Vous pouvez créer des arbres un peu grands qui sont des arbres fruitiers, des pommiers, des poiriers, des choses comme ça. Ensuite, en dessous, vous créez des trucs qui sont plus petits, alors des arbustes, vous pouvez créer des 1 ou 2 mètres qui vont vous offrir un autre style de nourriture. Et encore plus bas, vous allez par exemple cultiver des salades, vous allez mettre votre jardin. Et tout ce système, ce biosystème, va être en symbiose parce que chaque chose va apporter des éléments aux autres. Ils vont protéger de la lumière, ils vont garder l'humidité, etc., etc. On peut même rajouter d'autres composantes. On peut rajouter par exemple de l'élevage dans cette forêt. Donc si vous mettez des animaux, des poules par exemple, les déjections des poules vont, pareil, vont faire profiter le sol et vont créer du compost pour le... Voilà. Ça va être vraiment Et il dit que ça, c'est vraiment très très simple à mettre en place. Il suffit d'avoir quelques grands arbres et ça peut être très très productif. Et il y a beaucoup moins de travail qu'un vrai jardin où il faut travailler toute la journée. Donc ensuite, il parle de travailler à la main. Alors ça, c'est aussi une autre croyance qui remet en question incroyable, c'est que depuis le début de l'humanité, on a bêché et on a retourné la terre, on a labouré la terre avec des moyens plus ou moins efficaces. Et parfois, on est allé très très loin dans la terre pour la labourer. Et en fait, il dit que pourquoi on l'a fait? Parce que c'est une méthode à court terme. Et pourquoi à court terme? Parce qu'on va oxygéner la terre, en la retournant. Et donc, ça va accélérer tous les processus. Et donc, en fait, on va être plus rentable sur le court terme. Mais sur le long terme, ça va détruire la terre, parce que ça va détruire tous les vers de terre qui, eux, créent la terre. Et donc, une forêt marche... Comment on fait une forêt pour marcher si bien alors qu'elle n'est pas labourée? Et bien, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, tout simplement parce que le sol, il est parti. Et les vers de terre, il y a des vers de terre qui montent, d'autres qui descendent, et qui créent... En fait, ils digèrent la terre. C'est vraiment incroyable, hein. Les vers de terre, c'est eux qui créent la terre. Ils mangent de l'humus, d'accord? Donc la décomposition des végétaux, c'est eux qui décomposent les végétaux en les mangeant. Et eux-mêmes, les déjections des vers de terre, c'est la terre. Ça, c'est extraordinaire. Donc, toute la terre que vous avez là est créée par des vers de terre. Et il y a plus de vers de terre, de poids, j'ai oublié la référence, mais il parle de la référence entre le nombre de personnes en France et le nombre de vers de terre. Et je crois que dans un hectare, il y a
plus de vers de terre que de personnes. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et pourquoi il dit ça aussi? Il parle de travailler à la main. Et oui, je parlais du labo. En fait, ce qui est très très pénible, et c'est aussi pour ça que ce qui est très physique dans l'agriculture, c'est le labour. Le labour, au début, on a pris des bœufs, des chevaux, après on a pris un tracteur, et c'est ça qui a permis le développement. Mais comme je l'ai expliqué, ça appauvrit le champ. Et donc, l'idée, c'est, comme la forêt, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, de ne plus intervenir, de ne plus labourer, ou juste de remuer sur 5-10 cm la partie supérieure de la terre. Et ça permet de travailler à la main. Et travailler à la main, eh ben, c'est incroyable parce que l'homme, avec nos mains, on est capable de faire des merveilles sur des petits territoires. Donc, c'est-à-dire que la productivité, j'arrive au point, le être petit. En fait, donc, vous avez compris. Tout ça, la forêt-jardin, c'est l'inspiration. Travailler à la main, c'est ne plus labourer, c'est écouter la terre, la forêt, c'est exactement faire comme elle veut. Et enfin, le 8e point, c'est être petit. Tout ça, c'est la conséquence. Et pourquoi c'est la conséquence? Parce que tout simplement, on ne peut pas labourer à la main, ou même avec un cheval, des hectares et des hectares. Et c'est une autre croyance qui dit que une exploitation agricole ou un jardin, pour être rentable, il faut que ce soit très très gros. Et en fait, c'est exactement l'inverse qui est vrai. C'est-à-dire que si vous voulez être efficace, si vous voulez faire de la permaculture de façon vraiment pertinente et efficace, il faut avoir des toutes petites surfaces. Pourquoi? Parce que si vous avez des hectares et des hectares, vous n'allez jamais pouvoir apporter vous-même, par exemple, le compost. Vous n'allez pas pouvoir créer vous-même un sol extrêmement fertile. Parce que c'est trop long, c'est trop dur et ça demande trop d'énergie. Il faudrait par exemple couper énormément de bois, il faudrait récupérer énormément d'humus et l'étendre sur tous vos hectares, et c'est pas possible, ça demande trop d'efforts. Ou il faudrait un tracteur, etc. Et donc il dit que plus on est petit et plus on est efficace. Et ça, c'est incroyablement intelligent parce que la permaculture demande tellement de soins à toutes les plantes et un soin régulier, journalier, que plus vous allez donner de soins à ces plantes, plus elles vont grandir dans de bonnes conditions, plus elles vont être productives. Donc ça, c'est doublement incroyable parce que ça nous amène au dernier point. Le dernier point, c'est que l'avenir, selon lui, alors il est très utopiste et il parle beaucoup de toutes les problématiques de pétrole, de pollution, de société de consommation, mais je pense qu'il a bien raison. Après, il est très très utopiste. Hein. Lui, ça... Mais quand même, en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'à toutes nos problématiques actuelles, et on voit très bien qu'on n'arrive pas à les résoudre, en fait, qui datent de l'époque industrielle, justement, où on a arrêté de cultiver de façon normale. On est passé au mode de l'agriculture extensive, basée sur le tracteur et la mécanisation, ce qui a permis d'énormément augmenter la production, ça c'est vrai, mais au prix d'une détérioration incroyable, et même très très dangereuse, à la fois de la qualité de la production, et on voit avec toutes les maladies qu'on a, et donc de la qualité de la production, et aussi, et c'est encore peut-être plus grave, la qualité des sols. Ça je l'ai expliqué. Donc pour lui, l'avenir, c'est quoi? Eh ben, c'est des micro-fermes. Donc les micro-fermes, grâce à la permaculture, si vous avez un petit jardin, et même un très petit jardin, c'est ça qui est incroyable. Il y a 19 millions de personnes en France qui ont un jardin. 19 millions. Alors c'est un tiers. J'espère que j'espère que vous en faites partie. Moi, j'en fais pas encore partie, mais bon, j'espère très rapidement en faire partie. Et l'avenir pour lui, c'est que s'il n'y a plus de pétrole, etc., si c'est la cata, s'il n'y a plus de crise économique, etc., c'est de revenir à la micro-ferme. Et qu'est-ce que la micro-ferme? Eh bien, c'est tout simplement que vous, dans votre jardin, plutôt que d'avoir une prairie, on a peut-être tous un petit jardin potager, et bien c'est tout simplement que votre petit jardin, il fasse toute la superficie de votre jardin. Voilà. Si vous avez un petit jardin. Et même si vous en avez un très gros, il faut absolument laisser tout ce jardin tranquille, planter des arbres,
mais faire un petit jardin de permaculture. 100 mètres carrés, 200 mètres carrés, 1 hectare si vous avez la place et si vous avez le temps et les moyens. Mais il n'y a rien de plus productif que d'avoir des petits espaces. Parce que vous allez pouvoir vous concentrer entièrement là-dessus. Et le reste, vous allez le laisser pour créer de la biodiversité. Donc vous allez planter des arbres, vous allez faire une forêt-jardin qui demande beaucoup moins de travail. Et comme ça, vous allez pouvoir créer un environnement qui est incroyablement beau, incroyablement vivant, avec une énorme biodiversité très importante, et surtout qui va être très productive. C'est-à-dire que vous aurez votre petit jardin qui va vous fournir des légumes toute l'année, avec les techniques de permaculture, et un peu plus autour de ça, dans votre maison, il dit aussi qu'il faut mettre des mares, il parle d'îles jardin, donc il a beaucoup Après, évidemment, ça dépend de la superficie de ce qu'on a. Mais déjà, même un petit jardin en ville, le plus petit possible, et ben ça permet déjà de produire énormément. Voilà. Il y a une famille qui, avec 340 mètres carrés aux États-Unis, produit 14 500 € de revenus. Donc, c'est ça qui est incroyable, c'est que on n'est plus du tout, et ça sera peut-être la conclusion, on n'est plus du tout dans le loisir en se disant je fais mon jardin parce que ça me détend de mon boulot, etc. C'est vraiment quelque chose auquel on peut consacrer énormément de temps, et si on consacre énormément de temps, on peut quasiment en vivre, et on peut revenir à des choses beaucoup plus saines dans la vie que par exemple de vivre dans une ville avec la pollution, avec tous les inconvénients que ça comporte. Et donc l'idée c'est ça, c'est est-ce qu'on ne peut pas augmenter de façon drastique le temps qu'on passe dans son jardin, en télétravail, ou en ce moment dans le confinement, c'est vraiment un moment qui est très très pertinent pour commencer ça. Et tout simplement, ça permet de vivre, de créer des très très bons produits, d'être en meilleure santé, de travailler physiquement, donc de faire du sport aussi et d'être vraiment en meilleure santé nous-mêmes, et de développer, si chacun développe des micro-fermes au fur et à mesure en France, et ben on va pouvoir résoudre beaucoup de problèmes. Le problème de la pollution, le problème du chômage. Ce qui est incroyable aussi, c'est que il dit qu'en 1950, entre 1950 et maintenant, on a perdu 5 millions d'agriculteurs, voilà, de postes dans l'agriculture. Et il dit que le chômage est à peu près de 5 millions. Ça, le livre a été écrit en 2011, donc c'était les chiffres à l'époque. Mais en fait, il met sur le même plan le nombre de chômeurs et le nombre d'agriculteurs qui ont disparu. Et donc la question c'est ça, c'est est-ce que, et je terminerai là-dessus, est-ce que l'idée c'est pas de se dire qu'on serait tous paysans à terme, et qu'on aurait tous, sans être des professionnels, sans forcément vendre notre production, si vraiment c'est un métier qui nous tente, on peut le faire, mais ça demande énormément de travail, mais ne serait-ce que de cultiver son jardin soi-même, est-ce que ce ne serait pas la meilleure des solutions? Donc comme dirait notre ami Voltaire, cultivons notre jardin. Voilà, c'est Olivier pour Systémique, c'est une vidéo un peu longue, mais alors je sais pas trop comment le résumer tellement il est incroyable et il parle de plein de sujets. Je peux pas rentrer dans tous les détails, dans tous les chapitres parce que c'est vraiment un super livre parce que il n'est pas trop technique et pourtant la permaculture ça peut vite devenir très technique. Il parle du fait que c'est une agriculture de la connaissance. Il faut vraiment, il y a besoin de beaucoup de travail évidemment, mais c'est surtout de la connaissance et de l'ingéniosité. On parle aussi de design de permaculture, c'est-à-dire que la façon de concevoir sa ferme, c'est vraiment de l'ingénierie. Donc, super livre pour commencer, parce que c'est plutôt... il parle beaucoup de la philosophie de la permaculture, il parle aussi de son histoire, il parle des galères qu'ils ont fait dans leur ferme, qui est vraiment une réussite incroyable, mais ils ont galéré à tous les niveaux, financièrement. Il dit même aussi qu'il a tellement de succès, il y a tellement de personnes qui viennent le voir, qu'ils ont même plus le temps d'aller dans leur jardin. Donc il y a des moments, en fait, ils sont obligés de fermer la ferme en disant on se concentre, notre famille, sa famille, c'est vraiment le plus important. Ils ont besoin un peu de moments tranquilles, tellement ils ont eu de succès. Donc la permaculture, ça va vraiment être en fait, soit ça va exploser, soit on va pas avoir le choix. Si vraiment on va avoir des problèmes d'approvisionnement, de pétrole ou de choses comme ça. Et donc on sera tous plus ou moins
obligé de s'y mettre. Donc moi je vous conseille tous de lire ce bouquin, je vous mettrai le lien en description. Voilà, c'était Olivier pour Systémique. Alors si tu as des amis qui ont des jardins, si toi t'en as pas, tu peux leur partager, ou tu peux liker et t'abonner. J'ai bientôt terminé mon petit challenge, là il me reste une petite vidéo, 2 petites vidéos à faire. Et j'espère que ça t'a plu, et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Passe une bonne journée.